Cet été, j'ai eu la chance d'avoir des vacances. J'en ai donc profité pour me détendre à la plage, me reposer et également relire certains de mes livres préférés. Parmi l'ensemble des livres qui ornaient ma bibliothèque, j'ai choisi de relire le chef-d'œuvre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Cet ouvrage, présentant un monde imaginaire dans lequel les pompiers brûlent les livres, était l'occasion parfaite pour vous présenter une petite histoire des autodafés, de leurs origines jusqu'à nos jours. Commençons donc tout de suite par une définition. Autodafé vient du portugais auto da fé en 3 mots signifiant acte de foi. Originellement, le terme fait référence à une cérémonie au cours de laquelle les hérétiques condamnés au supplice du feu par l'Inquisition, espagnole ou portugaise, étaient conviés à faire acte de foi pour mériter leur rachat dans l'autre monde. Ce phénomène s'étend de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XIXe siècle et touche plusieurs milliers de personnes, principalement en Espagne et au Portugal, mais également en Amérique du Sud, dans les colonies des 2 pays. À titre d'exemple, le tribunal de Lima, au Pérou, a poursuivi près de 3000 personnes et prononcé 39 exécutions capitales à la suite d'autodafé en l'espace de 277 ans. Mais au cours de l'histoire, le sens d'autodafé s'est élargi à l'action de détruire par le feu, et plus spécifiquement des livres et des manuscrits. Ce phénomène n'est pas récent, puisqu'en 589, le roi wisigoth Récadaire Ier, après s'être converti au catholicisme avec le 3e concile de Tolède, fait réunir tous les livres et manuscrits ariens de son royaume dans une maison avant d'y mettre le feu. Le phénomène des autodafés traverse ainsi les époques et les continents, que ce soit en Amérique du Sud avec la destruction des codex mayas au XVIe siècle, en France avec la disparition des titres seigneuriaux et autres manuscrits chrétiens pendant la Révolution, ou encore en Chine pendant la Révolution culturelle, où des Corans et des manuscrits bouddhistes sont brûlés dans le Xinjiang. Pour autant, c'est évidemment le Troisième Reich qui organise les autodafés les plus tristement célèbres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nazisme, en tant qu'idéologie, cherche à remodeler l'ensemble de la société allemande. Il est alors tout à fait impossible à l'époque de passer outre cette refonte de la société, puisque tous les secteurs sont touchés, que ce soit la politique, la vie publique, le sport, ou encore ce qui nous concerne aujourd'hui, la culture. Dès lors, l'idée de race inférieure et supérieure est également appliquée à l'art, ce qui provoque la création de 2 catégories. L'art officiel, mettant en valeur la race pure et exaltant le travail, la famille, la patrie et l'héroïsme, et l'art dégénéré, produit par des artistes de race inférieure. L'exposition de 1937 à Munich, fréquentée par plus de 2 millions de visiteurs, est alors l'incarnation la plus visible de cette idéologie. Mais revenons à la littérature et aux autodafés. Pour le Troisième Reich, ils sont l'émanation d'un mouvement politique et culturel. En effet, ils répondent d'abord à une volonté de purger la littérature, de ce qui peut correspondre à une lecture marxiste ou à un héritage des Lumières, et donc se trouver en opposition avec l'idéologie du parti. Après la destruction, apparaît alors l'aspect culturel, qui équivaut à la promotion d'une littérature nouvelle, par et pour le peuple. Parmi la liste noire des artistes, on trouve des auteurs de langue allemande, tels que Karl Marx, Sigmund Freud ou Stefan Zweig, mais également des Français, comme Marcel Proust, Romain Rolland ou Henri Barbusse, des Américains comme Ernest Hemingway et de nombreux écrivains soviétiques tels que Maxim Gorki, Isaac Babel, Lénine ou Trotsky. À titre d'indication, voici la liste des autodafés perpétrés en Allemagne pour la seule année 1933. Imaginez le nombre de personnes impliquées, le nombre de livres brûlés, de savoir et d'imagination réduits en cendres. Ça fait froid dans le dos, non ? Raymond Douglas Bradbury, de son vrai nom, est un auteur américain né le 22 août 1920 à Waukegan, dans l'Illinois, et malheureusement décédé le 5 juin 2012 à Los Angeles. Il débute l'écriture dès son adolescence sur des emballages de la boucherie du quartier, étant donné la pauvreté de sa famille et le prix du papier. Contrairement à l'avis de ses professeurs, il décide de ne pas aller à l'université et préfère livrer des journaux et s'adonner à l'écriture. Il publie sa première nouvelle peu après le lycée, et son premier recueil, intitulé Dark Carnival, est publié en 1947 chez Arkham House. Le premier grand succès critique et commercial de Ray Bradbury a lieu 3 ans plus tard avec la publication de ses Chroniques martiennes. Cet ouvrage, s'intéressant à l'installation des humains sur Mars, pourrait s'assimiler à de la science-fiction. L'auteur américain estime pourtant écrire de la fantaisie, et il est vrai que son style est bien plus détaché du réel, imaginatif et poétique que les auteurs de science-fiction. Il considère tout de même avoir écrit un seul et unique roman de SF, Fahrenheit 451. L'intrigue de cet ouvrage culte et fondateur se déroule aux États-Unis, dans un futur plus ou moins lointain, sur fond de 6e guerre atomique.
Dans cette société, les livres ont peu à peu été réduits à des résumés, puis à des slogans. La population s'en contente largement, puisque celle-ci est bien plus omnubilée par la télévision et les écrans que par les mots et la littérature. Pire que cela, la lecture et la possession de livres est dans l'immense majorité des cas considérée comme un crime. Les pompiers ont alors acquis un rôle extrêmement important. Leur travail ne consiste plus à éteindre les incendies, mais à brûler la littérature interdite. C'est dans ce contexte que le lecteur fait la rencontre de Guy Montag, un pompier qui exerce son travail sans rechigner et mène une existence superficielle et illusoire aux côtés de sa femme Mildred, laquelle passe ses journées devant des écrans. Mais Montag rencontre un jour sa voisine de 17 ans, Clarisse, qui au gré des discussions, le pousse à regarder la vie et le monde qui l'entoure différemment. En proie à des interrogations sur son métier, un événement marque alors profondément notre héros. Une nuit, au cours d'une intervention, une vieille dame refuse de quitter sa maison et ses livres, met elle-même le feu à sa propriété et se suicide alors avec sa littérature interdite. Montag, stupéfait, se questionne. Que peut-il bien y avoir dans les livres qui poussent une personne à mourir avec eux et pour eux ? À partir de là, le lecteur suit l'évolution du héros, de sa remise en question du monde jusqu'à sa rébellion pure et simple. Symbole de son succès, Fahrenheit 451 est adapté au cinéma par François Truffaut en 1966 avec Oscar Wellner dans le rôle principal. Vous l'aurez compris, les autodafés sont au cœur de l'ouvrage de Ray Bradbury. Écrit en 1953, peu après la Seconde Guerre mondiale, Fahrenheit 451 critique avec réalisme la cruauté des régimes totalitaires dans lesquels les livres brûlent, la littérature est diabolisée et les auteurs mis au banc de la société. Le nazisme, le franquisme, le maoïsme, tous partagent cette indéniable idéologie de destruction, car la littérature est source d'éveil des consciences, d'imaginaire, de découverte, de passion, d'aventure. Elle permet aux hommes de prendre conscience des chaînes et des barrières qui les entravent. Mais l'écrivain américain ne fait-il vraiment que démontrer les erreurs du passé ? Rien n'est moins sûr. À bien des égards, Fahrenheit 451 est un roman visionnaire dans lequel Ray Bradbury nous livre une analyse fine du présent, mais aussi du futur. Pour vous en convaincre, laissez-moi vous lire un extrait de l'ouvrage. Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel État, ou de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrez les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés mais absolument brillants côté information. Ils auront alors l'impression de penser. Ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux, parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Les États-Unis, façon Fahrenheit 451, sont une société aseptisée, dégagée de tout sentiment humain, où l'imaginaire et la culture sont remplacés par une consommation boulimique et un bonheur insipide, factice, inconsistant. Certes, aujourd'hui, les pays occidentaux ne brûlent plus de livres en public, mais remplacez l'anéantissement des mots par l'omniprésence de l'image, et vous obtiendrez peu ou prou notre société. À titre indicatif, un Français passe en moyenne 5 heures par jour devant un écran, contre une petite demi-heure de lecture. Lors de l'écriture de son œuvre, Ray Bradbury estimait que la société décrite pourrait être réelle au début du XXe siècle. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que nous n'avons désormais plus besoin d'autodafé pour délaisser la littérature. Qu'en est-il aujourd'hui des autodafés ? Ils n'ont malheureusement pas disparu. Il suffit de regarder du côté de Boko Haram, de Daesh ou bien de la Russie avec la destruction de manuscrits orthodoxes à Ekaterinbourg en 1997 pour s'en convaincre. Le livre est donc un indispensable. Tout en nous faisant réfléchir sur la tragédie que sont les autodafés, il met en lumière les errances de notre propre société. Fahrenheit 451 fonctionne également comme une mise en abîme, puisqu'il démontre aussi tout l'intérêt de la littérature, qui depuis 2 millénaires est le moyen de transmission des savoirs et des connaissances de l'humanité. Finalement, ce roman, plus que n'importe quel autre, est un hymne à la liberté individuelle, à la tolérance et au pouvoir tout-puissant et libérateur de la littérature.
Télé, télé, on va régler image et son, quelle bonne réception. Télé, télé, on ne sait pas que choisir, le programme est un plaisir. Télé, télé, revue, sport, information, vive la télévision. Télé, télé, on aime bien les belles femmes qui annoncent les programmes. Télé, télé, pour regarder une autre chaîne, il faudra régler l'antenne. Télé, télé, ça passe vite la soirée si l'on regarde la télé. Télé, 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 télé.